Il est trop facile de rejeter toute la responsabilité de l'Holocauste sur un seul homme, Adolf Hitler, le leader de l'Allemagne nazie, et l'homme qui est maintenant devenu le symbole du véritable mal. Cependant, aucun homme ne pourrait vraiment accomplir de telles horreurs par lui-même. Dès le début de sa carrière politique, il avait des alliés, des gens qui se rallieraient à sa cause et qui finiraient par l'aider à atteindre un stade où il pourrait infliger une telle cruauté au monde. Il y avait Hermann Göring, commandant de la Luftwaffe, l'armée de l'air allemande, Joseph Goebbels, le ministre de la propagande du Troisième Reich, et Henri Himmler, le chef de la redoutée SS, et l'un des principaux architectes de l'Holocauste contre les Juifs, et tous ceux qui ne correspondaient pas à sa vision d'une Allemagne pure. Dans le documentaire d'aujourd'hui, nous allons nous plonger dans cette figure terrifiante de l'histoire et explorer la carrière d'un homme qui, tant sur le plan idéologique que pratique, est littéralement responsable de la mort de millions de personnes. C'est l'histoire de l'un des véritables monstres de l'histoire. Bienvenue à Guerre du Monde. Jeunesse. Henri ou Henri en allemand est né à Munich le 7 octobre 1900 dans une famille bavaroise de la classe moyenne conservatrice. Son père était enseignant tandis que sa mère se consacrait à leur foi catholique romaine, mais tous deux entretenaient des liens étroits avec la monarchie allemande alors au pouvoir, Henri ayant pris son nom de son parrain, le prince Henri de Bavière. En CE qui concerne sa scolarité, le jeune Henri Himmler a démontré une vive intelligence, réussissant bien dans ses études académiques, alors qu'il fréquentait l'école de la cathédrale à Place Salvatore, avant de fréquenter le lycée de Landshut, où son père était le directeur adjoint. Cependant, les lycées européens de l'époque insistaient sur le fait que les garçons devaient démontrer leur prouesse, aussi bien physiquement que mentalement. Et malheureusement pour le jeune Himmler, c'était un domaine où il avait du mal. Il était sujet à des crises de mauvaise santé tout au long de sa vie, en particulier des douleurs à l'estomac qui entravaient ses performances athlétiques. Au cours de sa première année à l'école Place Salvatore, il a manqué environ 150 jours en raison de maladies, ce qui a incité son père à prendre des mesures pour soutenir l'éducation de son fils, comme des leçons pendant les vacances d'été. Cependant, lorsqu'il était en bonne santé, ses camarades de classe ont noté qu'il faisait souvent de l'exercice vigoureusement, peut-être dans la croyance que cela empêcherait le retour de tels maux. Mais néanmoins, ils ont persisté tout au long de ces jours d'école. On sait que le père de Henri attendait beaucoup de tous ses enfants, et il a longtemps été spéculé que ces douleurs d'estomac étaient probablement le résultat du stress de cette incroyable pression paternelle. Et ceux camarades de classe ont souvent noté que le jeune Himmler était toujours plutôt maladroit dans les rassemblements sociaux, mais à partir de ces journaux, qu'il a commencé à tenir méticuleusement à partir de l'âge de 10 ans, nous pouvons voir qu'il était un observateur attentif des gens. Il notait ses pensées sur divers sujets, y compris la croissance économique et militaire de l'Allemagne impériale à l'approche de la Première Guerre mondiale et la relation entre la religion et le sexe, ce qui reflétait ses propres interrogations sur la sexualité alors qu'il entrait dans la puberté. Henri était trop jeune pour rejoindre l'armée allemande lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté à l'été 1914, et il devrait attendre encore 1 an pour rejoindre le corps des cadets de son école, où il serait préparé pour un éventuel service militaire. Pendant cette période, comme beaucoup de garçons de son âge et de sa classe, il entendait les histoires de la glorieuse campagne contre les ennemis de l'Allemagne et souhaitait ardemment en faire partie. Cependant, il était consterné que dans les villes autour de son école, il semblait y avoir moins d'enthousiasme pour la guerre qu'il ne l'aurait souhaité, ce qui soulignait peut-être la naïveté du jeune adolescent Henri Himmler. Même lorsque la première frénésie patriotique qui a balayé l'Allemagne lors des premières étapes de la guerre a commencé à s'estomper, Himmler restait enthousiaste à l'idée de se faire gloire, de commander des troupes au combat et était envieux de son frère aîné, qui a atteint l'âge militaire en juillet 1915
et s'est immédiatement engagé. Himmler semblait insensible à la souffrance qui résultait de la guerre, même lorsqu'elle a commencé à affecter sa propre famille. Les Himmler, autrefois privilégiés, ont vu leur influence décliner, car comme toutes les autres familles, riches ou pauvres, en Allemagne, ils devaient vivre sous les restrictions qui leur étaient imposées, comme le rationnement. Peut-être que le plus grand coup porté à la famille a été lorsque le prince Henri, le parrain et homonyme de Henri Himmler, a été tué au combat, ce qui a coupé l'accès de la famille à l'aristocratie et a sévèrement limité leurs perspectives d'avenir et leur influence. Pourtant, malgré tout cela, Henri Himmler continuait à jouer aux soldats avec nostalgie dans le corps des cadets, puis à prétendre aller au combat avec ses amis dans les champs autour de l'école, où, comme Henri l'a consigné dans son journal, ils ont accompli des exploits imaginaires tels que la capture de 1000 soldats russes presque à lui seul. Ce ne serait pas avant la fin de 1917 qu'il rejoindrait finalement l'armée allemande en tant que candidat officier, mais la guerre se terminerait en novembre de l'année suivante sans que Henri n'ait terminé sa formation. Ayant manqué la guerre, il a plutôt terminé ses études secondaires avant de fréquenter l'université technique de Munich, où il a étudié les techniques agricoles. C'est à cette époque que Henri Himmler a commencé à écrire dans ses journaux sur le sujet des relations germano-juives. L'antisémitisme avait longtemps persisté sous la surface de la société allemande depuis la naissance du pays en 1871, mais prenait principalement la forme d'isolement social, avec très peu d'interaction entre ceux de la communauté juive et le reste de l'Allemagne. À l'université, Henri et ses camarades de classe se séparaient toujours de leurs camarades juifs, créant un environnement parfait pour que les Allemands considèrent la population juive comme différente et non comme de vrais Allemands. Ainsi, lorsque la guerre a été perdue et qu'un bouc émissaire était nécessaire, de nombreux Allemands ont ravivé leur antisémitisme et ont commencé à blâmer les Juifs. En août 1923, les idéologies politiques de Himmler l'ont conduit au petit mais grandissant Parti ouvrier allemand national-socialiste. Himmler avait rejoint les nazis, la Arabie saoudite et la SS. Dès le départ, le Parti national-socialiste s'est appuyé sur les expériences de l'état d'esprit militariste qui prévalait dans ces hautes sphères. Formant les plans pour quand ils arrivèrent finalement au pouvoir, le Parti national-socialiste a adopté des départements uniformisés avec des rôles spécifiques. L'un des plus significatifs dans les premiers jours était la Sturmabteilung, ou détachement de tempête, mais plus communément connu sous l'abréviation de la Arabie saoudite. La Arabie saoudite portait des uniformes bruns pour se distinguer et adoptait des grades militaires et une discipline pendant qu'ils accomplissaient leurs devoirs en assurant la sécurité lors des rassemblements et des réunions nazies. Plus tard, ils ont adopté un rôle plus agressif, attaquant activement les groupes politiques opposés, en particulier ceux en faveur de l'adoption du communisme par l'Allemagne et les bagarres souvent publiques qui en résultaient ont laissé une impression sur le grand public que la Arabie saoudite n'était rien de plus qu'un gang criminel ou une foule. Ayant manqué de combattre dans la guerre, Himmler a été attiré par l'environnement militaire de la Arabie saoudite et a donc signé pour les rejoindre. Mais tout comme dans l'armée, il y avait des unités d'élite dans leur rang. Et l'une d'entre elles était la Saalschutz, qui se traduit par sécurité de la salle, mais ses membres étaient connus sous le nom de SS. La SS avait la tâche importante d'assurer la sécurité des réunions du parti à leur quartier général à Munich, mais comme la Arabie saoudite en général, son rôle a évolué alors que la fortune du Parti national-socialiste augmentait puis chutait de manière spectaculaire en 1923, lorsque Hitler a tenté de prendre le pouvoir lors du putsch de la brasserie qui a échoué. L'unité a été largement dissoute alors que Hitler était brièvement en prison, mais a été rétablie à sa libération. Hitler voulait maintenant une unité de garde du corps pour assumer directement la responsabilité de sa sécurité, car il soupçonnait qu'il y avait des opposants à lui dans tout le parti, en particulier parmi la Arabie saoudite. Elle a été rapidement renommée Schutzstaffel, ou escadron de protection, en 1925 et un nouveau membre a été absorbé dans S-Errant, Henri Himmler. La SS était initialement commandée par Julius Schreck, un ami de confiance de Hitler, mais en moins d'un an, il a été remplacé par Joseph Birchtold, l'un des fondateurs de la Arabie saoudite.
Cependant, il est rapidement devenu frustré de devoir être sous le commandement de la Arabie Saoudite et a donc délégué beaucoup de ses devoirs à son second, Erhard Aydin. Aydin a finalement remplacé Birkhold en mars 1927 et a nommé Himmler comme son propre adjoint à un moment crucial de l'histoire de la SS, car la force était en déclin en raison de son éclipse par son organisation parente. C'est également à cette époque que Himmler a rencontré sa femme, Marguerite Boden, et après une brève relation où ils échangeaient des lettres, ils se sont mariés en juillet 1928. Margaret avait 7 ans de plus que Himmler, mais ils avaient des intérêts similaires. Elle était également connue pour être antisémite, car dans l'une de ses lettres à son mari, elle a fait des remarques négatives sur un médecin juif avant de décrire tous les juifs comme étant les mêmes. L'excellente capacité d'organisation de Himmler associée à la discipline stricte de Aydin a permis à la SS d'échapper à l'oubli en prouvant leur valeur à Hitler, et peut-être plus important encore, leur loyauté. Pour y parvenir, Himmler a supervisé la création d'une agence de renseignement au sein de la SS pour surveiller des groupes tels que les francs-maçons, les communistes et les groupes politiques juifs d'Allemagne, tous susceptibles de constituer des obstacles à l'ascension des nazis au pouvoir. Himmler a finalement dicté chaque détail du fonctionnement quotidien de la SS jusqu'à leurs uniformes, qui les distinguaient des chemises brunes de la Arabie Saoudite, mais ils n'étaient pas encore les célèbres uniformes noirs. En janvier 1929, le travail de Himmler a été reconnu par Hitler, et il a été nommé en remplacement de Aydin après l'annonce de sa démission. Dans la documentation officielle, Hitler a déclaré que Aydin quittait la SS pour des raisons liées à sa famille. Cependant, il est depuis longtemps soupçonné que Himmler ait délibérément ou involontairement gagné les faveurs de Hitler au détriment de Aydin. Quoi qu'il en soit, Himmler était maintenant le Reichsführer SS à la veille de la grande percée du parti dans la politique allemande. Les nazis au pouvoir. La meilleure arme politique est l'arme de la terreur. La cruauté commande le respect. Les hommes peuvent nous haïr, mais nous ne demandons pas leur amour, seulement leur peur. Himmler. Le 14 septembre 1930, le peuple allemand est allé aux urnes. Le procès de Hitler suite au putsch de la brasserie l'a propulsé, lui et le parti nazi, sous les feux de la rampe. Ceci, couplé à sa personnalité hypnotique célèbre et à leur message de restauration du prestige de l'Allemagne suite aux termes humiliants du traité de Versailles après la Première Guerre mondiale, signifiait que leur base de soutien a augmenté de façon exponentielle à la fin des années 1920. Lors de ces élections, le nombre de sièges occupés par les nazis dans le Reichstag allemand est passé de 12 à 107. Cependant, cela ne suffisait pas pour accéder légalement au pouvoir. Néanmoins, ils étaient désormais une force politique redoutable. Mais ce nouveau pouvoir a apporté de nouveaux problèmes pour la direction nazie. La Arabie Saoudite a commencé à exiger que certains de ses membres occupent les sièges nouvellement gagnés, mais Hitler a refusé, entraînant la démission de hauts responsables de la Arabie Saoudite en signe de protestation. Les frustrations de la Arabie Saoudite envers le parti qu'ils étaient formés pour protéger ne faisaient qu'empirer et étaient souvent dirigées contre les hommes de la SS, surtout lorsqu'il a été découvert que Himmler avait ordonné à son personnel de renseignement de la SS de commencer à surveiller les réunions de la Arabie Saoudite. Au cours des mois suivants, la Arabie Saoudite s'est ouvertement retournée contre le parti et la SS s'est retrouvée à protéger les dirigeants nazis d'autres nazis. Himmler prétendrait plus tard que les rangs et les fichiers de la Arabie Saoudite étaient des nazis loyaux, mais qu'ils avaient été corrompus par une cabale assoiffée de pouvoir au sommet de la direction de la Arabie Saoudite. La crise ne semblait se terminer que lorsque Hitler s'est nommé lui-même chef officiel de la Arabie Saoudite et de la SS, ceux qui semblaient ramener les premiers dans le droit chemin. Cependant, toute cette affaire a laissé une profonde impression sur le futur leader allemand. Cela a appris à Hitler que la Arabie Saoudite ne pouvait pas être entièrement digne de confiance, tandis que Himmler et la SS étaient d'une loyauté incontestable. Himmler espérait que l'expérience libérerait enfin la SS des chaînes de la subordination à la Arabie Saoudite et l'a même déclaré au plus fort de la crise. Mais suite à la nomination d'Ernst Röhm pour gérer le fonctionnement quotidien de la Arabie Saoudite, Röhm a émis un ordre formel qui a consolidé le statut subordonné de Himmler à lui.
Himmler ne se contenterait pas de cela et était déterminé à distancer son élite SS de la Arabie saoudite de toutes les manières possibles. Il a imposé des règles de conduite spéciales visant à perpétuer l'idée que les SS étaient comparables à des chevaliers médiévaux, nobles et honorables, par rapport au mode de vie souvent moins réputé des membres de la Arabie saoudite, dont beaucoup affichaient des traits plus discréditables tels que l'ivresse, la débauche et l'homosexualité, tous considérés comme de grands tabous par les nazis. Röhm lui-même était un homme gay, bien qu'il ait réussi à cacher cela aux autres nazis en rejetant les rumeurs comme de simples propagandes de groupes d'opposition. Pour sa part, Röhm a tenté de réparer la rupture entre la Arabie saoudite et la SS en définissant clairement les devoirs de chaque département. Et lorsque ces devoirs se chevauchaient, l'autorité revenait aux membres de rang le plus élevé de l'un ou l'autre. Cependant, en quelques mois, la SS s'est à nouveau retrouvée à devoir réprimer les dissidents de la Arabie saoudite lors d'une répétition quasi identique de la crise un an plus tôt. La rupture n'a fait que s'agrandir alors que Himmler exposait ses plans pour que la SS devienne plus qu'une simple unité de garde du corps d'élite, mais le meilleur de la société nazie elle-même lorsqu'il prendrait finalement le pouvoir. Il a expliqué que la SS deviendrait une unité militaire de combat de premier plan, tandis que ses membres dans la vie de tous les jours incarneraient le national-socialisme sous tous ses aspects, y compris leur pureté génétique, mais cela ne serait pas uniquement réservé aux membres. Toutes les futures épouses devraient répondre aux mêmes critères rigoureux, où l'homme de la SS en question devrait être renvoyé. Alors que l'Allemagne sombrait dans la Grande Dépression, de plus en plus de personnes se ralliaient à la cause nazie, les voyant comme leurs sauveurs sur leur promesse de grandeur restaurée. Himmler étant élu au Reichstag en 1930, la Arabie saoudite a plus que doublé pour atteindre plus d'1/4 million d'hommes en 1930 et un seulement. Mais bien que la SS ait également augmenté, elle l'a fait à un rythme plus lent que ce que Röhm ou Hitler auraient souhaité en raison des exigences d'entrée strictes de Himmler. Cependant, Himmler était peu préoccupé, car il croyait que ces hommes, qui n'étaient que 10 000 pendant la même période, étaient d'un calibre si élevé qu'ils pouvaient accomplir des exploits bien au-delà de ceux dont la Arabie saoudite était capable. En même temps, Himmler a fondé un département chargé de préserver la pureté raciale de la SS, tandis que les membres ont commencé à adopter pour la première fois leurs uniformes noirs désormais familiers. Pendant ce temps, la Arabie saoudite a continué leur guerre dans les rues contre les communistes et les anti-nazis. Il convient de noter que la Arabie saoudite et la SS n'étaient en aucun cas la seule force parlementaire politique à l'œuvre en Allemagne à l'époque. Mais leur uniformité et leur efficacité ont élevé leur perception publique. Début 1932, alors que le parti nazi continuait à faire des gains politiques, bien que pas assez pour prendre le pouvoir légalement, la Arabie saoudite s'est engagée dans des batailles de rue violentes avec des groupes pro-communistes, entraînant de nombreux décès. Cela a incité le nouveau gouvernement élu sous la présidence de Paul von Hindenburg à interdire à la fois la Arabie saoudite et la SS en avril 1932, mais cela n'a guère entravé leurs fonctions et les décès ont continué, amenant beaucoup à spéculer que l'Allemagne serait bientôt plongée dans la guerre civile. Finalement, le 30 janvier 1933, après beaucoup de tumultes et de négociations politiques, Adolf Hitler est devenu légalement chancelier de l'Allemagne. La Arabie saoudite et la SS, qui étaient désormais des agences du gouvernement fédéral allemand, ont organisé des défilés aux flambeaux à travers l'Allemagne pour célébrer leur triomphe. Allemagne nazie. Presque du jour au lendemain, le monde semblait changer pour l'Allemagne. Pour Henri Himmler, l'arrivée au pouvoir des nazis lui a enfin permis de façonner sa bien-aimée SS en la nouvelle aristocratie de l'Allemagne nazie, la plus pure et la meilleure de leur société idéologiquement dirigée. Mais il ne suffisait pas simplement de dicter comment les hommes de la SS et leurs familles devraient avoir l'air, agir et même penser. Ils devaient être protégés des menaces extérieures à leur élite nazie, qu'elles soient raciales ou politiques, et pour sa part, Himmler devait s'assurer que sa SS était toujours utile à Hitler, compte tenu du nouveau pouvoir de Hitler. Par conséquent, en quelques mois, Himmler s'est retrouvé à la recherche d'un lieu approprié où il pourrait emprisonner de telles menaces pour Hitler et, par association,
la SS. En mars 1933, il inspecta une usine de munitions inutilisée au nord de Munich et décida qu'elle pourrait être reconstituée en camp de prisonniers politiques. Le camp prendrait son nom de la ville médiévale voisine connue sous le nom de Dachau. Il deviendrait le premier camp de concentration nazi. Beaucoup des prisonniers eux-mêmes seraient forcés de construire les installations à Dachau avec l'objectif initial de pouvoir accueillir environ 6000 détenus. Himmler et son adjoint, Reinhard Heydrich, ont pris de plus en plus le contrôle des forces de police du pays, ce qui leur a permis d'arrêter quiconque s'opposait au régime nazi et, ce faisant, d'éviter la guerre civile redoutée et de consolider l'autorité nazie. Un attentat incendiaire sur le bâtiment du Reichstag que Hitler a décrété comme faisant partie d'un complot de prise de pouvoir communiste a conduit le président Hindenburg à restreindre de nombreuses libertés civiles, déclarant une urgence nationale, ce qui a seulement assoupli les restrictions légales sur les répressions de Himmler. L'un de ceux arrêtés était Erhard Heiden, l'ancien commandant de Himmler dans la SS, qui avait été accusé de collusion avec des hommes d'affaires juifs et d'être, comme les nazis le qualifiaient, un homosexuel pratiquant. Il a été assassiné sur ordre de Himmler. À Dachau, Himmler a nommé Theodor Eich comme commandant de la prison, qui était lui-même un criminel condamné, mais aussi un nazi dévoué. Sous la direction d'Eich, Dachau est devenu le modèle de fonctionnement des futurs camps de concentration, mais bien que les exterminations de masse dans les chambres à gaz n'aient pas encore commencé, les décès dans le camp dus à la violence et à la maladie étaient fréquents. Peu de temps après l'arrivée au pouvoir des nazis, Hermann Göring a créé une nouvelle organisation de police secrète à partir des restes de celles existantes. Surnommée la Gestapo, une abréviation des mots allemands pour police secrète, l'organisation avait pour mission de démasquer les opposants au nouveau régime et de recueillir des renseignements sur les groupes anti-nazis. Le 20 avril 1934, Hitler a nommé Himmler pour prendre le commandement de l'organisation, puisque lui et les SS étaient désormais totalement impliqués dans la protection du nouvel ordre. Il semblait donc logique de prendre cette décision. Hitler était satisfait du travail de Himmler et l'a rapidement promu, lui donnant un rang équivalent à celui de n'importe qui dans la Arabie Saoudite, mais cela n'a pas plu aux dirigeants de CE qui auraient dû rester l'organisation mère des SS. En fait, la direction de la Arabie Saoudite se sentait de nouveau frustrée, se sentant mise à l'écart dans le nouvel ordre par rapport à la proximité de Himmler et des SS avec Hitler. Il n'a pas aidé que Hitler lui-même ne faisait plus entièrement confiance à la Arabie Saoudite après leur révolte en 1933, et que la Arabie Saoudite était toujours perçue par le grand public comme un groupe de voyous, déclenchant des bagarres et même des émeutes dans les rues, ce qui embarrassait Hitler et causait des frictions avec le président Hindenburg. Début 1934. Le leader de la Arabie Saoudite, Ernest Röhm, faisait de plus en plus de demandes à Hitler, qui incluait la prise de contrôle de l'armée par la Arabie Saoudite, qui était toujours sous les contraintes de l'accord de paix de la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles. Hitler savait qu'il ne possédait pas encore le capital politique pour un tel acte, et donc la Arabie Saoudite devenait un problème qui devait être résolu, et il connaissait juste l'homme pour l'aider à le faire. Himmler et sa SS ont une fois de plus servi la volonté de Hitler, et à partir du 30 juin, ils ont commencé à arrêter les principaux hommes de la Arabie Saoudite qui ont ensuite été soit abattus, soit envoyés en prison. En prison, Röhm a été visité par Theodor Eich, qui lui a donné un pistolet avec une seule balle, lui ordonnant de se suicider. Quand il a refusé, exigeant que Hitler vienne et le tue personnellement, Eich et son adjoint ont ouvert le feu et l'ont tué. La Arabie Saoudite était maintenant détruite, ternie par des dirigeants étiquetés comme traîtres et exécutés. Leur nombre exact qui est mort lors de l'événement maintenant rappelé comme la nuit des longs couteaux est incertain, car pendant l'opération, de nombreux hommes de la Arabie Saoudite ont été abattus sur place, comme Edmund Heinz, qui a été découvert au lit avec un homme de la Arabie Saoudite de 18 ans lorsque la SS est entrée. Le chiffre officiel est de 85, mais certains historiens soutiennent qu'il était bien plus élevé. La base de la Arabie Saoudite a dû maintenant trouver de nouvelles vies dans l'Allemagne nazie, tandis que le pouvoir et le prestige de la SS de Himmler semblaient ne faire que croître, et cela leur a permis de se concentrer davantage
sur ceux qu'ils considéraient comme l'épuration des indésirables de l'Allemagne, tels que les communistes, les homosexuels et, bien sûr, les juifs. Purgeant les indésirables. Au moment où les nazis sont arrivés au pouvoir, leur haine pour les juifs était devenue semblable à un train en fuite, que personne à l'intérieur ou à l'extérieur du Parti national-socialiste ne pouvait arrêter. Hitler, Himmler et tous leurs partisans étaient convaincus de la trahison juive et du sabotage de l'Allemagne pour obtenir la victoire lors de la Première Guerre mondiale. Par conséquent, ils ont perdu peu de temps à éliminer ce groupe de prétendus indésirables. En janvier 1933, la population totale de l'Allemagne était d'environ 67 millions de personnes, sans compter les Allemands qui vivaient en dehors de la patrie, sur la nouvelle carte de l'Europe, redessinée après 1918. De ce nombre, la population juive ne comptait que 523 000 personnes, soit 0,83% de la population. Il est inutile de dire que pour les nazis, les Juifs n'étaient rien de plus qu'un bouc émissaire pratique pour leur cause, une minorité ethnique qui pouvait être utilisée pour concentrer la colère et le ressentiment de l'Allemagne d'après-guerre, sans qu'ils aient les nombres suffisants pour résister. Bien qu'il y ait certainement cet élément, nous devons également nous souvenir des mesures de protection que Himmler a mises en place pour CSSS pour vraiment évaluer la mentalité nazie concernant les Juifs. Pour Himmler et d'autres hauts nazis, il y avait une distinction claire entre un homme juif et un homme allemand, l'homme juif étant le spécimen inférieur. Pire encore pour Himmler dans son esprit, le sang juif inférieur pourrait potentiellement polluer la lignée d'un véritable homme SS, d'où les contrôles héréditaires rigoureux avant de devenir membre de cette classe sociale d'élite. C'était du racisme débridé, non adultéré, dans sa forme la plus pure et la plus primitive. Ce racisme était si sévère qu'il a conduit à un niveau de paranoïa que nous qualifierions aujourd'hui de pure folie. C'est en reconnaissant ce fait qu'il y a eu presque immédiatement une émigration massive de Juifs d'Allemagne. Après janvier 1933, environ 37 000 en fait, en seulement 6 mois. Mais cela a toujours laissé plus d'un demi-million pour menacer la perspective d'une Allemagne nazie racialement pure. Les nazis ont commencé par organiser des boycotts de magasins et d'entreprises juives, tandis que les premières restrictions formelles étaient en grande partie administratives. Les fonctionnaires juifs ont perdu leur emploi au milieu de la loi pour la restauration du service civil professionnel, qui couvrait également le retrait des Allemands qui étaient considérés comme ayant des opinions défavorables à Hitler et aux nazis. D'autres professions ont rapidement suivi, y compris les avocats, les juges, les médecins et autres professionnels de la santé, tandis qu'une loi concernant la surpopulation des écoles allemandes a permis aux nazis d'exclure les enfants juifs de la scolarité. Finalement, les nazis ont commencé à réprimer la culture juive elle-même, les empêchant d'assister à des rassemblements et des célébrations, ainsi que l'abattage rituel de certains animaux, conformément aux lois alimentaires juives. Si des Juifs enfreignaient ces lois ou étaient découverts en train de tenter de dissimuler leur héritage, ils se retrouvaient souvent avec la Gestapo de Himmler frappant à leur porte, et les punitions devenaient de plus en plus sévères. Finalement, en 1935, les nazis ont adopté la loi pour la protection du sang allemand et de l'honneur allemand, qui visait à empêcher les mariages mixtes entre les Juifs et les Allemands. Car, souvenez-vous, les nazis ne considéraient pas quelqu'un né en Allemagne, élevé en Allemagne, éduqué en Allemagne, et ayant travaillé toute sa vie en Allemagne, comme allemand, s'il était juif. Ils ont combiné cette loi avec la loi sur la citoyenneté du Reich, qui déclarait que seuls ceux de sang allemand ou apparenté étaient éligibles pour être citoyens du Reich. Combinées, ces lois étaient connues sous le nom de Louise de Nuremberg. On pourrait soutenir que Himmler voulait aller encore plus loin, en organisant essentiellement des mariages pour ces hommes, avec des femmes qui avaient les bons traits génétiques pour produire une progéniture souhaitable. Cependant, dans les premières années, malgré les efforts du Parti national-socialiste pour purger le peuple juif de la culture allemande, ce sont souvent les Allemands qui ont le plus résisté. En fait, en plus de combattre les communistes, les anti-nazis et les démocrates, la Gestapo sous Himmler s'est retrouvée à enquêter sur les groupes d'opposition présents au sein de l'Église catholique, surtout après que le pape Pie XI a dénoncé le nazisme
pour son traitement du peuple juif. La Gestapo a également dû faire face à des enseignants qui s'opposaient aux nouvelles lois sur l'éducation, à des professionnels qui sont venus à la défense de leurs collègues juifs, et à des hommes et des femmes de la classe moyenne qui voulaient que l'Allemagne retourne à une société aristocratique plus pré-guerre. Les hommes de Himmler ont démantelé de nombreux groupes tout au long de 1934 et 1935, y compris quelques-uns qui ont été découverts comme ayant comploté l'assassinat de Hitler. CE qui n'a sans doute fait que renforcer la croyance de Hitler que tant qu'il aurait Himmler à ses côtés, il serait à l'abri de ses ennemis. Beaucoup de ceux qui ont été arrêtés par la Gestapo ont été placés dans ceux qui étaient euphémiquement appelés la détention protectrice, où ils seraient détenus jusqu'à ce qu'ils puissent rejoindre le nombre croissant de détenus dans l'un des camps de concentration également en augmentation. Si on était arrêté par la Gestapo, il y avait très peu de protection juridique. Étant donné l'efficacité impitoyable avec laquelle les hommes de Himmler opéraient en Allemagne et les conséquences d'une arrestation par la Gestapo, la terreur est devenue l'outil le plus efficace à la disposition de Himmler pour forger et protéger l'Allemagne nazie idéale. Dans la croyance d'établir une telle nation, il considérait toute personne s'y opposant de quelque manière que ce soit, y compris les Allemands, comme l'ennemi, comme il le dirait en 1936. Je sais qu'il y a des gens en Allemagne qui tombent malades quand ils voient ces uniformes noirs. Nous comprenons la raison de cela et nous ne nous attendons pas à être aimés par autant de personnes. Ceux qui viennent nous craindre de quelque manière que ce soit ou à tout moment doivent avoir une mauvaise conscience envers le Führer et la nation, car ces personnes ont créé une organisation appelée le service de sécurité. Les nazis ont continué leur répression contre les Juifs à l'intérieur de leurs frontières, y compris des milliers de Juifs forcés dans des camps de réfugiés en République de Pologne. Ceux qui ont essayé de rentrer en Allemagne auraient été abattus par les gardes frontières. Après qu'Herschel Greenspan, un Juif polonais de 17 ans, ait tiré sur un officiel allemand en France, le ressentiment envers les Juifs en Allemagne, que les nazis avaient cultivé, a finalement éclaté en novembre 1938, alors que les Allemands attaquaient les magasins et les maisons juives, tandis que la police n'intervenait que si les biens allemands étaient mis en danger. Maintenant rappelée comme la nuit de cristal, elle a servi de dernier avertissement aux Juifs restants en Allemagne que l'antisémitisme dans le Reich de Hitler n'était pas une phase passagère. En plus de purger l'Allemagne Himmler et plusieurs autres nazis de premier plan, se sont également consacrés à la recherche de preuves historiques et anthropologiques de la supériorité génétique du peuple germanique. L'autorité de Himmler comprenait l'organisation Ahnenerbe qui a mené de nombreuses fouilles archéologiques à travers l'Europe. Souvent, les découvertes du groupe étaient interprétées de telle manière par le groupe qu'elles prouveraient que le peuple allemand était un exemple de la soi-disant race supérieure et avait été freiné par l'impact des peuples impurs, renforçant ainsi le racisme dans l'Allemagne nazie. Pour quiconque ne répondait pas aux critères nazis, Himmler et les SS s'intéressaient particulièrement au monde médiéval. Mais cela ne se faisait pas au détriment de la croyance religieuse personnelle de Himmler, quelque chose qu'il insistait pour que les hommes des SS embrassent. Cependant, il a trouvé son nouvel ordre en conflit avec le monde chrétien et a commencé à former sa propre religion pour les SS de nombreuses façons. Il déclarerait catégoriquement, en fait, je cite, « Je n'ai pas toléré un athée dans les rangs des SS. Chaque membre a une foi profonde en Dieu, en ceux que mes ancêtres appelaient dans leur langue, Walada l'Ancien, celui qui est plus puissant que nous. » Himmler et les SS en guerre. Alors que l'attention de la majorité du peuple allemand sur le rôle de Himmler et des SS tout au long du milieu des années 1930 était concentrée sur leur rôle de sécurité, quand bien sûr ils n'étaient pas les garçons d'affiches nazis à des fins de propagande, les SS adoptaient lentement un autre rôle qui était axé sur la menace venant de l'extérieur des frontières de l'Allemagne. Finalement connu sous le nom de Waffen-SS, ce petit bras militaire peut retracer ses origines jusqu'à une unité de 120 hommes connue sous le nom de Sonderkommando Allemagne, formée en mars 1933. Ce nombre augmenterait plusieurs fois avant la fin de la première année, et tous les membres ont promis leur soutien à Adolf Hitler avant tout le monde, même si cela devait coûter leur vie.
Himmler était impatient de voir ces hommes SS prouver leur valeur sur les lignes de front des futurs champs de bataille que la plupart en Allemagne savaient qu'ils finiraient par venir, compte tenu de la volonté nazie de restaurer l'Allemagne en tant que superpuissance. Le fait de les voir combattre les ennemis de l'Allemagne correspondait également aux idées de Himmler sur le fait que les SS étaient l'équivalent moderne des chevaliers anciens, ainsi qu'au concept entourant la citoyenneté allemande et la virilité. N'étant pas une véritable unité militaire à sa conception, Himmler a dû initialement se tourner vers l'armée pour la formation et l'équipement. Cela a engendré du ressentiment parmi les dirigeants de l'armée qui voyaient les Waffen-SS comme des rivaux, en particulier pendant la période précédant l'abolition par Hitler des restrictions militaires imposées à l'Allemagne par le traité de Versailles. Ces préoccupations se révéleraient justifiées car dans la guerre à venir, les Waffen-SS posséderaient certains des équipements les plus modernes de l'armée allemande. Au fur et à mesure que les années 1930 avançaient, Hitler a commencé à étendre les frontières de l'Allemagne aux limites d'avant-guerre, comme dans la Ruhr et en Tchécoslovaquie, pendant que les alliés occidentaux tergiversaient sur leur réponse. Les unités SS de Himmler ont rejoint l'armée régulière lorsqu'elles sont entrées dans ces pays, et il espérait qu'elles pourraient prouver leur supériorité au combat, mais la résistance n'est jamais venue. À l'été 1939, Hitler a confié à ses principaux aides, comme Himmler son prochain objectif, l'invasion de la République de Pologne. À ce stade, il était évident pour tous qu'une telle hostilité ouverte contre un pays voisin déclencherait une autre grande guerre européenne avec la Royaume-Uni et la France, tandis que la menace de l'Union soviétique avait été neutralisée par l'Allemagne, du moins pour un avenir prévisible, grâce à des réunions secrètes clandestines dans lesquelles ils ont divisé l'Europe de l'Estonie. Dans le but de justifier l'invasion, non seulement au monde, mais aussi au peuple allemand lui-même, Himmler et son second, Heydrich ont conçu une opération qui leur fournirait une telle excuse. Baptisée Opération Himmler, des soldats SS déguisés en uniforme de l'armée polonaise ont organisé un certain nombre d'escarmouches frontalières avec les forces frontalières allemandes. Malgré les dénégations polonaises qu'ils n'avaient rien à voir avec ces 16 escarmouches, le peuple allemand était suffisamment motivé pour la guerre lorsque l'armée allemande a franchi la frontière polonaise le 1er septembre 1939. Bien que l'invasion ait déclenché la guerre avec la Royaume-Uni et la France, les alliés occidentaux ne pouvaient pas faire grand-chose pour empêcher la chute de la République de Pologne, qui n'a pris qu'un mois pour se réaliser avec l'invasion de l'Est du pays par l'Union soviétique conformément à leurs accords avec l'Allemagne. Pour Himmler personnellement, l'absorption de ce nouveau territoire dans le Grand Allemagne a élargi le champ de ses opérations pour maintenir la sécurité et bien sûr la pureté du peuple allemand. De leur point de vue paranoïaque, insensé et motivé par la race, la République de Pologne était infestée d'indésirables qui devaient être purifiés si le peuple allemand devait développer son nouveau territoire pour le bien de l'Allemagne nazie. Contrairement aux années précédentes, il y avait moins d'endroits où les Polonais et les Juifs pouvaient être déportés, et donc la seule option était de les loger dans des ghettos et des camps de concentration. Mais même alors, certains allèrent devoir être éliminés de l'équation pour permettre à ces lieux de faire face à la demande nazie. Pour ce rôle, Himmler s'est tourné vers les SS-Einsatzgruppen ou forces d'intervention. Sous les instructions de Himmler, les Einsatzgruppen ont commencé leur meurtre presque immédiatement. Les terres réservées au développement allemand ont été nettoyées des Polonais, des Juifs, des Roms, des intellectuels et de toute personne ayant une déficience physique ou mentale. Quant à la manière dont ils devaient être tués, Himmler laissait cela à l'initiative de ces hommes, mais la méthode la plus courante était par fusillade. Les Einsatzgruppen n'étaient en aucun cas les seuls à commettre ces atrocités. L'échelle des tueries était telle qu'ils ont dû solliciter l'aide de l'armée régulière allemande et de la Luftwaffe, et même des collaborateurs polonais pour les aider. Des soldats allemands ordinaires ont participé aux fusillades, tandis que des pilotes allemands mitraillaient et bombardaient de grands groupes de réfugiés, dont beaucoup encombraient les routes en essayant de fuir l'assaut. Cependant, l'armée allemande n'était pas aussi enthousiaste que leurs homologues SS, avec des généraux de l'armée écrivant à Hitler, demandant que leurs hommes soient épargnés de ces devoirs, car cela nuisait à leur morale. Environ 65 000 civils ont été tués lors de cette première orgie de sang, pour la plus grande satisfaction de Himmler. En 1940, les tueries ont été réduites,
mais la direction nazie avait décrété que la République de Pologne serait entièrement nettoyée des Juifs, bien que la manière dont cela serait fait restait encore incertaine. Entre-temps, les SS ont commencé à rassembler les survivants et à les parquer dans des ghettos sordides dans les villes polonaises. Quant aux dirigeants et soldats polonais qui étaient détenus par les SS jusqu'à ce qu'il soit décidé de ce qu'il fallait faire d'eux, ils étaient détenus dans une caserne de l'armée polonaise qui avait été prise et transformée en camp de prisonniers. Son nom était Auschwitz. Avant longtemps, la guerre a débordé en Europe de l'Ouest et les Waffen-SS se sont finalement retrouvés dans un duel avec des adversaires redoutables, exactement ceux dont Himmler avait rêvé pour prouver la valeur de essai sur homme. Le 10 mai, les SS ont participé à l'assaut sur la Pays-Bas alors neutre, submergeant les gardes-frontières néerlandais et permettant à l'armée allemande de se déverser dans le pays, contournant la principale ligne de défense de la France. Une semaine plus tard, ils ont réussi à repousser une attaque de chars anglo-française lors de la bataille d'Arras, malgré le fait que leurs canons anti-chars se soient révélés insuffisants contre l'épaisse armure des chars britanniques. L'une des plus prestigieuses des Waffen-SS était l'unité Leibstandart Adolf Hitler, formée à partir des gardes du corps personnel de Hitler et finissant par devenir la division d'armée la plus élite. Le 28 mai 1940, des membres du 2e bataillon Leibstandart ont rassemblé 80 soldats alliés dans une grange près du village de Wormhout. Une fois à l'intérieur, les hommes des SS ont lancé quelques grenades à main, qui ont explosé, tuant la plupart instantanément. Une poignée de survivants ont été laissés pour simplement mourir de leurs blessures, mais certains ont finalement été sauvés de la mort par des médecins de l'armée régulière allemande, qui sont tombés sur le carnage. À l'été 1940, la plupart de l'Europe occidentale continentale était sous occupation allemande, et cela signifiait que Himmler et ses hommes, en particulier la Gestapo, devaient désormais protéger l'Allemagne des territoires occupés, des territoires qui allaient à nouveau s'agrandir dans l'année à venir, alors que la guerre s'étendait. Une fois de plus, les répressions habituelles ont commencé contre les éléments indésirables, tandis que de plus en plus de camps de concentration étaient assemblés pour accueillir le nombre croissant de prisonniers dans les griffes des nazis. Mais Hitler connaissait les avantages de recruter des collaborateurs pour la cause nazie et a autorisé Himmler à commencer à recruter de nouveaux membres des SS dans les territoires occupés, à condition, bien sûr, qu'ils répondent aux exigences physiques et génétiques. Afin de former ces nouveaux bataillons étrangers, Himmler a assoupli les exigences de fonds nécessaires pour devenir membre des SS, mais il était toujours quelque chose d'un exploit d'être accepté. Néanmoins, plus de 40 000 Belges et 20 000 Français, entre autres, serviraient dans la Waffen-SS au plus fort de la guerre, après que Hitler se soit retiré de son accord avec les unions des républiques socialistes soviétiques et ait lancé l'opération Barbarossa. Plus de la moitié de l'ensemble de la Waffen-SS serait composée de non-allemands, mais chaque unité serait toujours commandée par des officiers allemands. Alors que les Allemands avançaient en Union soviétique, la Waffen-SS a recruté de nombreux groupes nationalistes et anti-soviétiques dans leurs rangs de pays comme l'Ukraine. Une unité unique était la Légion du Tigre, composée d'environ 4500 nationalistes indiens qui ont rejoint la SS pour combattre les Britanniques alors que l'Inde était encore sous l'Empire britannique. L'une des plus petites unités étrangères, mais aussi l'une des plus notoires, était le Corps libre britannique, composé de 54 anciens soldats de l'armée britannique, capturés au combat, qui ont été recrutés avec la promesse qu'ils combattraient le communisme. Seuls 54 hommes serviraient dans cette unité, mais ils étaient d'une valeur de propagande énorme pour les Allemands. Après la guerre, les membres survivants ont été poursuivis par les autorités britanniques. Un membre, Jean Amry, ayant été pendu pour haute trahison. Lorsque la SS a participé à l'invasion de l'Union soviétique en 1941, Hitler a promis que personne combattant pour l'armée allemande n'aurait jamais à répondre de ses actions dans la lutte contre les unions des républiques socialistes soviétiques, car à son avis, aucune guerre à l'Estonie ne pourrait jamais être menée selon des lignes civilisées. Essentiellement, la SS et l'armée allemande ont eu carte blanche pour assassiner, piller et violer, mais pour Himmler, l'invasion a vu son travail pour purifier l'Europe augmenter. Les anciennes méthodes étaient trop inefficaces, et il devait trouver des méthodes alternatives et plus rapides pour orchestrer ses plans de génocide.
La question juive. Himmler a dit sur le sujet de l'antisémitisme, je cite, « L'antisémitisme est exactement la même chose que le déparasitage. Se débarrasser des poux n'est pas une question d'idéologie, c'est une question de propreté. De la même manière, pour nous, l'antisémitisme n'a pas été une question d'idéologie, mais une question de propreté. » Moins d'un mois après le début de l'invasion de l'Union soviétique, Himmler a été nommé par Hitler pour assumer la pleine et exclusive responsabilité des opérations de sécurité et de réinstallation raciale dans l'Union soviétique occupée. Cela comprenait l'annihilation physique de la population juive. Comme en République de Pologne en 1939, de vastes étendues de terre devaient être nettoyées des indésirables pour leur utilisation éventuelle par le peuple allemand, pour alimenter le Grand Allemagne. Toutefois, tous les habitants locaux n'ont pas été tués ou déplacés. En fait, Himmler était parfaitement conscient qu'il y avait des individus dans ces terres qui avaient des traits désirables pour l'Allemagne, spécifiquement en ceux qui concernent les enfants qui n'avaient pas encore été corrompus par l'idéologie de leurs propres parents. Il a dit, évidemment, dans un tel mélange de peuples, il y aura toujours quelques types racialement bons. Par conséquent, je pense que c'est notre devoir de prendre leurs enfants avec nous, de les retirer de leur environnement, si nécessaire, en les volant ou en les dérobant. Dans tous les cas, nous gagnons sur tout bon sang que nous pouvons utiliser pour nous-mêmes et lui donnons une place dans notre peuple, où nous détruisons ce sang. Les Einsatzgruppen se sont immédiatement mis au travail en abattant des milliers de personnes et en les enterrant dans des fosses communes. Mais c'était une affaire qui prenait du temps. Une autre méthode largement utilisée était les camionnettes à gaz. Il s'agissait de camionnettes avec des compartiments hermétiques à l'arrière où le monoxyde de carbone provenant du moteur du véhicule serait introduit, suffoquant les victimes à l'intérieur. Les camionnettes à gaz étaient utilisées depuis 1939 pour euthanasier les patients malades et infirmes dans les hôpitaux polonais. Mais encore une fois, cette méthode ne pouvait pas tuer en nombre suffisant pour être efficace pour les ambitions de Hitler. Himmler s'est rendu dans les territoires soviétiques, occupés fin 1941, pour observer ces hommes au travail dans l'éradication de la population juive. Selon le SS Obergruppenführer Karl Wolf, son unité a été inspectée par Himmler lors de l'une de leurs soi-disant actions spéciales à l'extérieur de Biélorussie. Raconté l'expérience plus tard, il a dit « Et là, une tombe ouverte avait été creusée, et il devait sauter dedans et se coucher face contre terre. Et quand un certain nombre avait déjà été abattu, il devait se coucher sur les personnes qui avaient été abattues. Et Himmler n'avait jamais vu de morts auparavant. Et par curiosité, il se penchait sur cette fosse, une sorte de trou triangulaire, et regardait à l'intérieur. Alors qu'il regardait à l'intérieur, Himmler a eu la malchance méritée de recevoir une éclaboussure de cerveau sur son manteau, de la part de l'un ou l'autre de ceux qui avaient été abattus à la tête. Et je pense que cela a également éclaboussé son visage, et il est devenu très vert et pâle. Il n'était pas réellement malade, mais il avait des hauts le cœur et chancelait et trébuchait en reculant de cette fosse. Puis, je l'ai emmené loin. En décembre 1940, et un Hitler a confié à Himmler et au SS la solution finale pour tous les Juifs de toute l'Europe, leur éradication totale et absolue. Hitler, Himmler et Heydrich ont concocté leur plan pour soit gazer, tirer, soit travailler leurs prisonniers juifs à mort jusqu'à ce qu'ils ne soient plus qu'un souvenir sur le continent. Après avoir informé les principaux dirigeants nazis lors d'une conférence à Wannsee, Heydrich voyageait dans une voiture décapotable à Prague, occupée lorsqu'il a été assassiné par des résistants tchèques sous contrôle britannique. En représailles à ce meurtre, Hitler et Himmler ont décidé de raser la ville de Lodz. Pendant le massacre de Lodz, 199 hommes ont été fusillés, 195 femmes déportées dans des camps de concentration et 81 enfants finalement tués dans des camionnettes à gaz, tandis que 8 autres ont été adoptés par des familles allemandes. Enfin, en l'honneur de Heydrich Himmler, a baptisé l'intensification de l'extermination des Juifs, Opération Reinhardt, les compétences organisationnelles de Himmler ont de nouveau été mises à profit pour la cause nazie, alors qu'il planifiait l'extermination des Juifs, des Roms, des esclaves, des homosexuels et de toute personne jugée inférieure. En République de Pologne, 4 camps d'extermination, Auschwitz étant le plus célèbre, ont commencé leur tuerie en utilisant le gaz Zyklon B avec une incroyable efficacité,
À partir de mi-1942, sous l'opération Reinhardt, près de 2 millions de Juifs ont été assassinés, jusqu'en novembre 1943 dans les camps polonais. Il n'y a jamais eu la moindre trace de remords ou de regret de la part de Himmler, soulignant la véritable cruauté et folie de l'idéologie nazie. Au contraire, il considérait la tâche non seulement comme nécessaire, mais même comme noble. Comme il le dirait pendant que les meurtres avaient lieu, c'est l'une de ces choses qui est facile à dire. Le peuple juif est en train d'être exterminé. Chaque membre du parti vous le dira parfaitement clairement. Cela fait partie de nos plans. Nous éliminons les Juifs, nous les exterminons. En somme, nous pouvons dire que nous avons accompli cette tâche la plus difficile par amour pour notre peuple, et nous n'avons subi aucun défaut en nous, dans notre âme, dans notre caractère. Pour certaines des âmes malheureuses à sa portée, un sort encore plus cruel leur est tombé dessus, étant utilisé dans des expériences médicales nazies. Les médecins SS traitaient les prisonniers des camps d'extermination comme du matériel génétique pour leurs expériences tordues pour l'amélioration du peuple allemand. En plus d'étudier les maladies et leurs possibles remèdes, leurs expériences étaient conçues pour repousser les limites même de l'endurance humaine, comme la chaleur ou le froid extrême. C'est une curieuse contradiction dans leur idéologie que les médecins nazis qui avaient fait tant d'efforts pour prouver l'infériorité génétique de personnes comme les Juifs les utiliseraient pour de telles expériences, car selon leur propre définition, ils n'étaient pas des personnes pour les nazis. Mais alors que Himmler éliminait les menaces intérieures au Reich, la Waffen-SS et le reste du peuple allemand se concentrait sur les menaces extérieures, alors que 1944 approchait et que le début de la fin commençait enfin. Le début de la fin. On pourrait décrire le leadership d'Hitler pendant une grande partie de la période initiale de la guerre comme un pari après l'autre. À plusieurs reprises, il est entré en conflit avec ses généraux les plus fidèles concernant les plans de guerre de l'Allemagne, les deux plus significatifs étant l'invasion de l'Union soviétique et la déclaration de guerre aux États-Unis. Cependant, les forces allemandes ont réussi à accomplir ce qui était auparavant considéré comme impensable à de nombreuses reprises, grâce à des tactiques et des armes supérieures. Mais une fois que les États-Unis d'Amérique, la Royaume-Uni et les unions des républiques socialistes soviétiques se sont pleinement engagés dans la guerre, les choses ont commencé à changer. Grâce à l'incroyable production industrielle d'armes et de matériel de guerre, les puissances alliées ont pu réaliser par rapport à l'Allemagne. En 1944, c'était le poids écrasant du nombre d'ennemis qui semblait condamner les nazis. Mais Hitler restait convaincu que les nouvelles armes de l'Allemagne alors en développement, comme le chasseur à réaction moi, 262, maintiendraient l'équilibre en leur faveur. Mais ces généraux n'étaient pas aussi confiants. Beaucoup dans la direction allemande voyaient maintenant Hitler comme un problème à cause de son ingérence au niveau stratégique, quelque chose qui ne faisait qu'empirer après le 6 juin 1944, lorsque les Alliés occidentaux ont envahi la Normandie. Un complot a donc été conçu pour tuer Hitler avec une bombe. Le 20 juillet, Hitler assistait à un briefing lorsqu'un engin explosif a détonné sous une épaisse table en bois qui a absorbé une grande partie de l'explosion et a ainsi épargné Hitler. Le leader allemand était furieux de la trahison et tout autant de l'échec de Himmler à découvrir le complot avant que la tentative d'assassinat ne puisse être faite. Dans le besoin de sauver la face, la Gestapo de Himmler est passée à l'action en arrêtant plus de 5000 personnes des hautes sphères de l'Allemagne. Environ 4900 de ces personnes ont été exécutées pour être associées au complot, y compris l'un des meilleurs généraux de l'Allemagne, le renard du désert, Erwin Rommel, qui a pris sa propre vie plutôt que d'être exécuté, afin que les nazis puissent dissimuler sa mort comme lui succombant finalement à ses blessures. Tout manque de foi que Hitler avait en Himmler après la tentative d'assassinat semblait être réparé par CS représailles et Himmler a gagné encore plus de pouvoir dans le Troisième Reich. Hitler a placé Himmler à la tête de la réserve de l'armée et l'a rendu responsable des prisonniers de guerre avant de le nommer commandant en chef du groupe d'armée au Rhin à la fin de l'année. Himmler était désormais un commandant militaire de première ligne protégeant le Reich de ses ennemis, une ambition qu'il nourrissait depuis qu'il était un garçon, mais bien qu'il était un homme efficace dans les bureaux du pouvoir, cela ne se traduisait pas par un bon leadership militaire.
Il se heurtait fréquemment à des généraux plus expérimentés, ce qui entraînait des retards dans les opérations que les Alliés exploitaient avec succès. Himmler a également été chargé par le Führer de créer le Volkssturm ou tempête du peuple. À l'instar de la garde à domicile britannique, le Volkssturm recrutait les jeunes et les personnes âgées dans des milices pour aider à repousser l'invasion de l'Allemagne. Citation : « Nos adversaires doivent apprendre à comprendre que chaque kilomètre de notre pays coûtera des flots de sang. Chaque bloc de ville, chaque village, chaque ferme, chaque fossé, chaque buisson, chaque forêt sera défendu par des hommes, des garçons, des vieillards, et si besoin est par des femmes et des filles. » Himmler. Pendant ce temps, l'élite nazie que Himmler avait créée continuait leur combat désespéré contre l'ennemi sur tous les fronts. En décembre 1944, les Allemands ont lancé leur dernière grande offensive de la guerre, visant la forêt des Ardennes en Belgique. En tête de l'assaut se trouvait la 6e division Panzer SS, qui utiliserait le mauvais temps pour priver les Alliés de leur puissante couverture aérienne, mais dont le plan de bataille reposait sur la capture des approvisionnements alliés pour maintenir l'avance. L'offensive a commencé le 16 décembre et a remporté un grand succès lors des premiers jours de CE que l'histoire retient maintenant comme la bataille des Ardennes. Le deuxième jour de l'offensive, des hommes de la SS ont rassemblé 84 prisonniers de guerre américains et les ont massacrés près de la ville de Malmedy en Belgique. Finalement, le temps s'est éclairci avant que la SS ne puisse capturer les stocks de ravitaillement alliés et les avions alliés les ont repoussés jusqu'à leur ligne. En février 1945, Himmler commençait à ressentir les pressions de toutes les responsabilités qu'il avait absorbées à ce stade, en particulier ses responsabilités militaires, alors qu'il commandait des troupes sur le front de l'Estonie contre les unions des républiques socialistes soviétiques. Son incapacité à tenir ses promesses de victoire à Hitler a finalement commencé à détériorer leurs relations. En toute honnêteté, la situation de l'Allemagne était si désespérée à ce stade que même les généraux allemands expérimentés ne pouvaient pas faire grand-chose pour changer le destin de l'Allemagne. Sur le front de l'Estonie en particulier, les soldats allemands ont commencé à prononcer des mots pour signifier « profiter du reste de la guerre », soulignant les représailles auxquelles ils pouvaient tous s'attendre de la part des soldats soviétiques lorsque la paix arriverait. Les nerfs de Himmler ont commencé à le lâcher et il a bientôt commencé à ressentir tous les maux qu'il avait tourmentés lorsqu'il était enfant. Ce qui a conduit à son admission dans un sanatorium dirigé par un vieil ami d'école. Pendant sa convalescence là-bas, Himmler a conclu que la seule chance de l'Allemagne était de négocier un accord de paix avec les Alliés. Après avoir quitté le sanatorium qui était lui-même sur le point d'être envahi par les unions des républiques socialistes soviétiques, Himmler a rencontré Hitler dans son bunker de Allemagne le 20 avril, déclarant sa loyauté envers le Führer et lui souhaitant un joyeux anniversaire. Ce serait la dernière fois que les deux hommes se rencontreraient en personne. Le lendemain, Himmler a fait ce qui aurait semblé impensable seulement 5 ans plus tôt. Il a rencontré un représentant suédois du Congrès juif mondial, la Suède, ayant été neutre tout au long de la guerre, et a négocié la libération d'environ 20 000 prisonniers de camps de concentration. Pendant les discussions, Himmler a minimisé les exterminations, affirmant que beaucoup des morts dont le monde prenait de plus en plus conscience alors que l'Allemagne se retirait de ses territoires occupés étaient dus à des maladies dans le camp, ce qui préfigurerait de manière inquiétante les affirmations des négationnistes de l'Holocauste pendant des années par la suite. Bien sûr, c'était absurde, et les registres méticuleux de Himmler et du parti nazi sur leurs propres crimes servent de preuve irréfutable des meurtres qu'ils ont commis. Au cours des jours suivants, Himmler rencontrerait d'autres délégués suédois jusqu'au 28 avril, date à laquelle la British Broadcasting Corporation a diffusé ce qui se passait. Hitler était à nouveau furieux. La foi incontestée que Hitler avait autrefois en Himmler a été brisée et Hitler a décrit les négociations de Himmler comme le plus grand acte de trahison de l'histoire. Mort d'un diable. Hitler voulait faire arrêter Himmler, mais 2 jours plus tard, le Führer s'est suicidé, épargnant Himmler pendant un court moment de plus, du moins. Hitler a nommé l'amiral Karl Dönitz comme son remplaçant tout en destituant Himmler de sa position et de son titre. Himmler a proposé ses services à Dönitz en tant que second commandant de son nouveau gouvernement,
souhaitant négocier la paix avec les alliés occidentaux, qu'il pensait alors rejoindre ce qu'il restait de l'armée allemande pour mener une guerre contre l'Union soviétique. Et bien qu'il soit vrai que les États-Unis d'Amérique et la Royaume-Uni ne faisaient pas confiance aux unions des républiques socialistes soviétiques et vice-versa, ils avaient néanmoins soigneusement négocié un plan pour mettre fin à la guerre, sans que les deux côtés ne se battent l'un contre l'autre par erreur ou intentionnellement. Les vues de Himmler étaient fantaisistes et irréalistes, et il s'est vu refuser un rôle dans le gouvernement de Dönitz, qui demandait maintenant un cessez-le-feu unilatéral. Dans la nuit du 8 mai 1945, l'Allemagne a capitulé, et la guerre en Europe était terminée. Tout ce qu'il restait à faire à Himmler était d'essayer d'éviter la capture et la mort certaine pour les crimes que ces hommes avaient commis en son nom et celui du Führer. Himmler était généralement mal préparé pour la vie en fuite, à l'exception d'un carnet de paix falsifié au nom du sergent Henry Hitzinger. Lui et quelques autres ont fui aveuglément à travers l'Allemagne, mais ils n'avaient jamais de destination finale prévue, puisque leur propre pays était maintenant coupé en deux par deux énormes armées envahissantes. Le 21 mai, Himmler et deux autres ont été arrêtés et détenus à un point de contrôle établi par d'anciens prisonniers soviétiques, rendant la perspective qu'ils découvrent qui il était vraiment terrifiante pour Himmler, qui avait été responsable de leurs conditions pendant leur emprisonnement. Les unions des républiques socialistes soviétiques ont transféré Himmler au 30 et un camp d'interrogatoire civil britannique près de Lundberg le 23 mai, où l'officier de service, le capitaine Thomas Sylvain, a commencé un interrogatoire de routine. Himmler a finalement admis qui il était, et il a été rapidement transféré au quartier général de la 2e armée britannique. À son arrivée, un médecin britannique a effectué un examen médical sur lui, mais lorsque celui-ci a tenté d'examiner l'intérieur de la bouche de Himmler, le haut dirigeant nazi a refusé. Malgré les demandes répétées, Himmler refusait toujours d'ouvrir la bouche, et le médecin a donc décidé de forcer la situation. Au lieu de cela, Himmler a mordu dans une pilule de cyanure de potassium cachée et s'est effondré sur le sol. Juste 15 minutes plus tard, il était mort. Il a rapidement été enterré dans une tombe anonyme près de Lundberg, l'emplacement étant inconnu, empêchant ainsi qu'elle devienne un sanctuaire pour les nazis survivants ou même futurs. Comme une grande partie de l'histoire de l'Allemagne nazie, Himmler est devenu une source de fascination pour les historiens du monde entier, alors qu'ils tentaient de comprendre la mentalité derrière les raisons pour lesquelles Himmler et les SS ont commis leurs atrocités. Des légendes ont émergé sur des choses comme la fascination de Himmler pour l'occultisme et ont été exagérées en importance par certains et dans de nombreux CA éclipsent la réalité. Mais peut-être faut-il s'y attendre. Peut-être est-il plus facile pour nous d'imaginer une fascination occulte que de comprendre que c'était simplement un autre être humain qui a orchestré et commis de telles horreurs.